Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Neubourg. Bonjour à tous, bienvenue sur Décidéo. Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec José Rodriguez, qui est DPO de Cornerstone et responsable de la gouvernance des données et de l'IA. José, bonjour. Bonjour Philippe, merci. On va parler tout de suite peut-être un tout petit peu de Cornerstone pour expliquer. J'ai vu que vous faisiez des solutions de gestion du capital humain et puis en même temps je me suis dit une fois que j'ai lu ça, j'ai aucune idée de ce que ça fait vraiment. Donc il faut que vous nous expliquiez. Tout à fait. Donc Cornerstone est un éditeur de logiciels, ce qu'on appelle un mode SaaS, c'est-à-dire que les données de nos clients sont hébergées par nous-mêmes. Nous avons environ 7000 clients dans le monde et à peu près 140 millions d'utilisateurs. Le fait, c'est un système de gestion des candidats et des collaborateurs. Et un peu de gestion du cycle de vie des collaborateurs. Donc, sélection des candidats, onboarding, formation et gestion des carrières. Alors, on va pas mal parler de data dans les RH, mais une petite question préalable. Est-ce que vous qui avez à la fois cette fonction de DPO et de gouvernance et qui avez ajouté la gouvernance de l'IA, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, en effet, c'est logique de combiner tout ça autour de la même personne ? Tout à fait, c'est une très bonne question. On voit pas mal de DPO qui se voient rajouter dans leur périmètre la partie IA parce qu'in fine, on fait de l'IA sur la donnée personnelle. Donc ici, on parle de ressources humaines, donc on parle de faire de l'IA. Alors, il y a certains aspects, on va peut-être aller dans les détails plus tard, qui n'utilisent pas directement de la donnée personnelle, mais en général, on parle de l'IA pour des candidats et pour des collaborateurs. Donc, au fait, ça va ensemble. Il n'y a pas moyen de les séparer l'un à l'autre, d'une part. Et d'autre part, la conformité de l'IA, la nouvelle loi européenne sur l'intelligence artificielle est très similaire du RGPD. Et donc, il y a beaucoup de points communs et des choses à faire en même temps pour la conformité. C'est peut-être aussi une manière pour le DPO de ne pas être simplement dans la réglementation, mais aussi d'aborder des sujets éthiques, etc. C'est sans doute plus intéressant pour lui aussi. Alors, tout à fait, c'était déjà un peu les cas, parce qu'in fine, alors moi j'aime bien dire que quand on est DPO, et donc on fait de la protection des données, en fait on protège les données pour protéger les personnes. Faut garder à l'esprit que le RGPD, ce n'est pas une loi de protection des données, ça c'est le nom court, c'est une loi de protection des personnes lors de la gestion de leurs données. Très bonne vision en effet. Et donc assez logiquement, cette protection, elle s'étend à l'IA et à d'autres sujets que le réglementaire. Voilà, alors et de ce fait-là, c'était déjà éthique. Et de ce fait-là, on s'est posé déjà, on va dire, les bonnes questions quand on est dans les domaines ressources humaines, comme c'est les pose aussi, par exemple, dans les domaines de la santé, où il y a aussi beaucoup de données personnelles très sensibles qui est utilisée. Alors, si on parle un petit peu des DRH maintenant, parce que les DRH, c'est vos clients, vous les connaissez, vous les fréquentez au quotidien. Est-ce que les DRH, ils sont déjà rentrés dans l'IA ? Vous parliez du cycle de vie de la relation avec le candidat employé. Alors, j'espère qu'on ne va pas jusqu'à la mort de l'employé, mais il y a, dans ce côté cycle de vie, il y a presque le côté archivage. Aujourd'hui, où est l'IA dans cette relation-là ? Alors, au fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'IA commence à être un peu partout. Donc, on ne parle pas, un peu comme tout ça a commencé notamment avec Mistral, ChatGPT, etc., on ne parle pas on a un système IA externe auquel on va aller de temps en temps pour faire quelque chose, mais au fait, on commence à intégrer les IA dans les processus existants. Donc, quand on parle des cycles de vie d'un collaborateur et quand on parle de l'intérêt pour un DRH, on va voir son processus, et j'ai envie de dire les fonctionnalités classiques de sélection de personnel, de gestion de carrière, de formation, etc. Sauf que maintenant, à un certain nombre d'étapes dans ces processus-là, on va voir un composant IA. Par exemple, quand on a des candidats, on va voir au fait ce qu'on appelle les matching ou les scoring, où la IA va donner via une évaluation des compétences, va donner un score de matching d'un candidat avec un poste donné.
Et cet score peut servir à plusieurs cas d'utilisation différents. Ça peut servir effectivement à sélectionner les meilleurs candidats, mais ça peut servir aussi au fait à trouver les bonnes formations pour ses collaborateurs. Ça peut servir aussi à décider qui va être promu ou pas à un certain poste. Parce qu'on est un peu toujours sur cette idée autour de la compétence d'un collaborateur et les compétences nécessaires pour un poste, pour une activité, etc. Ça pourrait être utilisé aussi, par exemple, pour créer une équipe projet. On doit faire un certain projet, on a des équipes pour faire ça, on va demander de l'aide de l'IA pour trouver les bons collaborateurs pour un certain projet. Et ça va se faire aux différentes étapes de ces parcours ou de ces processus RH. Est-ce que dans DRH, il y a directeur des ressources humaines, donc il y a le côté humain. Est-ce que les DRH aujourd'hui, ils embrassent facilement cette IA ou est-ce que ils se disent mais attention, on est quand même humain et donc on devrait peut-être pas mettre de la technologie partout. En fait, il y a les deux. Il y a les deux. On dit beaucoup à la fois que l'IA est là, elle est inévitable, et à la fois qu'il faut garder le contrôle. Alors, pour mettre un exemple, pas dans le monde RH, mais qui va être très parlant, j'ai eu l'opportunité l'année dernière à Los Angeles de tester les taxis automatiques, les robotaxis comme on dit. Et en fait, la première fois, j'ai eu peur. La deuxième, c'était une sensation de c'est incroyable, ça marche bien en fait. Et la troisième, c'était presque en fait, ça marche tout seul, c'est répétitif. D'accord, bon, ok, c'est bon. Donc, en fait, il y a deux aspects. D'une part, ça marche. Donc, il faut bien garder l'esprit que ça marche, ça va être utile. Et d'autre part, ça va avoir des impacts. Et donc, la question qui est toujours un peu la question de la conformité, ce qui finit la conformité, c'est quoi? La conformité, c'est les choses qu'on doit faire pour éviter des gros problèmes. J'aime bien le dire de façon très simple. La conformité, c'est pas juste on fait une loi, etc. C'est des choses qu'on doit peut-être s'efforcer à les faire, justement pour que ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, de ce point de vue, la loi européenne sur la IA est un peu une loi de sécurité, de qualité produit. C'est une loi qui, grosso modo, dit la IA doit fonctionner bien, sinon on n'a pas le droit de la mettre sur le marché. On n'a pas le droit de la vendre, on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc, c'est un peu cette idée-là de dire, oui, ça va marcher, oui, ça fait peur, oui, justement, il faut qu'on apprenne à piloter cette IA. Et est-ce que cette IA, elle va petit à petit remplacer toutes ces décisions humaines? Parce que vous l'avez pris comme exemple tout à l'heure, je vais recruter à partir de l'IA, faire une promotion, organiser mes équipes à partir de l'IA. Vous ne l'avez pas mentionné, mais je pense qu'on peut imaginer aussi choisir les gens que je vais licencier à partir de l'IA. Finalement, tout ce processus-là, de l'entrée jusqu'à la sortie du salarié, c'est géré par l'IA. J'ai encore besoin d'un DRH? Alors, c'est là, et c'est une très bonne question, il faut faire la différence entre l'AI et l'automatisation. Alors, l'AIA nous permet d'automatiser plus de choses qu'avant, mais ça reste un choix si on va ou pas automatiser ces processus-là. Et certainement avec le temps, on va automatiser de plus en plus des processus, mais on ne pourra pas et on ne voudra pas tout automatiser. Alors, déjà, on verra jusqu'où la technologie peut y aller. Certaines choses, l'IA va l'accélérer. On parle d'IA, on parle de plus en plus de l'IA comme si c'était, presque comme si c'était une personne. Mais si je prends l'exemple du taxi, d'accord, le taxi il est automatique, il va conduire tout seul, mais encore faut-il le dire où y aller. Oui. Donc, oui, et justement, il y avait une conversation avec un chauffeur de taxi là-bas qui me disait je sais que dans 10 ans, je n'aurai pas de boulot, il faut que je trouve une autre chose. Voilà. Mais à côté de ça, il va y avoir toutes les personnes qui vont construire et gérer ces taxis, ces systèmes automatiques, etc. Et d'autre part, il faut de toute façon une stratégie. C'est-à-dire que le système va faire un matching entre un poste et des candidats, mais encore il faut définir les postes. Encore, il faut définir l'orientation stratégique d'une entreprise, d'une organisation. Et puis, ce n'est pas la même chose une organisation privée commerciale que le secteur public. Donc, l'IA va aider à beaucoup de ces choses-là. À nous de voir où on place les curseurs, qui est une expression que j'aime beaucoup en France,
sur quel niveau d'automatisation. Mais l'exemple, l'image que j'aime beaucoup utiliser, c'est de dire, en fait, il faut piloter les IA, il faut que quelqu'un soit le pilote. Et les avions aujourd'hui, on a tous cette image d'un pilote aux commandes qui pilote l'avion, mais en fait, ça fait très longtemps que les pilotes ne pilotent plus les avions. Ils pilotent l'ordinateur qui pilote l'avion. Et 90% des vols, c'est pas un pilote automatique. Et pourtant, on a toujours des pilotes qui ont plein de choses à faire, ils ne s'ennuient pas pendant les vols. Et d'une part, c'est où on va, par où on passe, etc. D'autre part, c'est de gérer les imprévus, etc. Donc, en fait, oui, les DRH vont devoir s'adapter. La IA va changer la façon de travailler et oui, ça va avoir un certain impact sur les équipes. Mais ça ne veut pas dire, loin de là, que les postes de DRH ou autres vont disparaître per se. Même si, comme le chauffeur de taxi, peut-être que le chauffeur de taxi vous avez rencontré, il va falloir que demain, il soit le coordinateur d'une flotte de plusieurs taxis autonomes et il deviendra peut-être son propre chef d'entreprise qui pilotera des taxis autonomes. Par exemple, et puis ces taxis, il faut les maintenir, il faut les nettoyer aussi, il y a des choses, peut-être qu'un jour on aura des robots qui font tout ça, mais pour le moment, il y a tout un tas de choses qui restent à faire parce que, si on utilise cet exemple, en fait, les chauffeurs de taxi, il fait plus de choses que juste conduire. Donc, nous, on les voit quand on prend les taxis, nous sommes quelque part, mais il fait plus de choses que juste conduire. Oui. Il fait plus de choses que juste conduire. Alors, on va revenir un peu à notre sujet des données, et en particulier des données personnelles, parce que là, c'est un champ de mine, les RH, en matière de données personnelles, parce que quasiment tout ce que je touche, c'est de la donnée personnelle, directe ou indirecte. Comment on s'assure que l'IA va être conforme à la réglementation, conforme à l'éthique, et qu'elle ne va pas, sans qu'on s'en rende compte, utiliser des données personnelles qu'on ne devrait pas utiliser? Tout à fait. C'est un vaste chantier, comme on pourrait dire. Alors, tout d'abord, et c'est quelque chose que j'aime bien répéter à chaque fois que j'ai l'opportunité, en RH, la réglementation la plus importante avec laquelle il faut être conforme, ça reste le code du travail. Donc, on parle beaucoup de la loi sur les IA, on parle beaucoup de RGPD, ce qui est bien, mais en fait, on a, dans les discours, on a un peu tendance à oublier qu'avant tout ça, il y a le code de travail. Le code de travail pose déjà un certain nombre de règles, de normes, de limitations qui s'appliquent, IA ou pas IA. Le fait d'utiliser de l'IA ne nous donne pas le droit de faire plus ou moins de choses que ce qui nous permet de faire les codes de travail. Donc, oui, sauf qu'une personne, je peux apprendre à une personne à dire tu ne peux pas discriminer quelqu'un parce qu'il a un signe religieux extérieur, par exemple. Je peux l'expliquer à une personne, elle peut l'apprendre et on peut lui dire c'est la loi. Mais l'IA, comment je peux lui apprendre ça? Comment je suis sûr qu'il ne va pas contourner sans le vouloir? Alors, on va faire la même chose, c'est qu'on va lui expliquer. Alors, quand on dit on va lui expliquer, ce qu'il veut dire, c'est quand on va construire ces moteurs, ces modèles d'IA, etc., il faut qu'on s'assure qu'on n'utilise pas ces données-là. Donc, le premier élément, c'est que déjà, on va éliminer les données à risque dont on n'a pas le droit de les utiliser. Et ensuite, on va tester. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé un modèle, on va tester. Par exemple, on peut prendre un CV et on va faire des variations du même CV. C'est un CV de test, on va les faire en masculin, on va les faire en féminin, on va rajouter des informations de type j'ai des enfants, j'ai pas des enfants, j'ai telle religion, j'habite à tel endroit, etc. Et on va tester, par exemple, dans cette idée de matching ou de score d'un candidat, on va tester si ces variantes du CV donnent à peu près les mêmes scores ou des scores différents. Donc la partie test, alors, il y a la partie construction, donc, vous avez entendu sans doute des temps de fois que dans la IA, le plus important, c'est les données. Donc, déjà, on va travailler sur les données, mais ensuite, on va tester. Et la partie test est très importante, justement. Et par exemple, la loi européenne demande à que des tests soient faits en continu. Ce qui s'appelle le monitoring, c'est-à-dire qu'une fois qu'un système est mis sur le marché, il doit rester sous surveillance. Et on doit continuer à tester de façon régulière, justement pour éviter ces effets de bord. Et alors, comment concrètement
on va s'assurer, parce que si j'élimine tout ce qui peut faire l'objet d'une discrimination, il reste plus grand-chose dans le CV, parce que on est capable, ou peut-être que l'IA est capable de déduire des choses par les types de postes occupés, par la localisation des entreprises, etc., et des informations qu'on voudrait peut-être qu'elle n'utilise pas. Alors, c'est là tout l'art, au fait, parce que l'IA, c'est à la fois en science et un art, de comment on va construire ces modèles de données et comment on va trouver quelles données sont suffisantes, au fait, pour produire un résultat intéressant. Sachant que j'y reviens au code du travail, notamment dans les cas des candidats, le code du travail limite déjà les données qu'on peut utiliser. Et aussi, il y a une règle de base qui est de dire qu'on ne peut utiliser que les données qui sont pertinentes pour l'analyse des postes qu'on est en train de faire. Donc, quand on parle de candidats, en fait, par exemple, ce que nous faisons chez Cornerstone, nous travaillons sur l'analyse des compétences. C'est un matching qui est basé sur les compétences. Le matching n'est pas basé sur des autres variables. Donc, on va analyser les profils des candidats pour extraire les compétences des candidats. Et ensuite, on va analyser les profils des postes pour extraire les compétences nécessaires au poste. On va faire un matching des deux. On pourrait faire des matchings différents qui seraient moins risqués, plus risqués, etc. Mais là, on est vraiment sur un matching des compétences qu'on espère et on travaille pour que ce soit suffisamment neutre. On n'est pas sur un matching par rapport à justement les sexes ou des autres variables qui pourraient poser problème. Donc finalement, on laisse au DRH la partie pas forcément éthique. C'est-à-dire que si le DRH pense qu'un excellent DPO comme vous doit porter des lunettes comme vous, il va pas le mettre dans la machine, mais il va l'avoir dans sa tête finalement. Alors, on peut pas... et j'aime bien cette expression, on l'avoir dans la tête. Bien sûr qu'on va l'avoir dans la tête. C'est-à-dire qu'on reste des humains, qui veut travailler avec des humains. Par exemple, à un moment donné, on a censé faire les CV anonymes. On a essayé d'enlever la photo et d'enlever les noms des familles, etc. Ouais. C'est très bien pour le premier filtre. Mais tôt ou tard, on va rencontrer la personne. Ouais. Donc, ça, c'est peut-être un outil qui peut aider dans certains cas, mais ça ne résout pas les problèmes de fond. On a tous nos billets. Donc, après, comment peut-on former ou s'assurer que chaque personne individuelle qui participe à un processus de sélection n'a pas de biais, ne fait pas de discrimination, etc. C'est là où, paradoxalement, l'IA peut-être aider, parce que l'IA a ses risques, mais c'est des modèles qu'on va tester, et au fait, à chaque fois qu'il va y avoir une situation d'une discrimination potentielle avec un processus qui utilise une IA, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé, et on va améliorer les systèmes. Et ça à grande échelle. Donc, au fait, il va arriver un moment, normalement c'est déjà le cas, mais de toute façon, on va avoir une confiance forte dans la neutralité du modèle de l'IA. Et donc, ça sera, l'IA elle-même aura moins de risques de discrimination que les personnes qui seront impliquées dans les processus. Voyez. Mais après, il faut aussi, alors si on parle des humains qui vont travailler avec des humains, et on ne parle pas des robots qui vont travailler avec des robots, faut aussi qu'on ait envie de travailler ensemble, peut-être. Donc, il n'y a pas que l'aspect purement technique, compétences, etc. Il y a aussi un peu l'aspect humain, travailler ensemble et autres. Donc ça, il faut le garder aussi à l'esprit. C'est peut-être pour ça, ou grâce à ça, que l'IA va remplacer les départements RH, qui ne va pas remplacer les personnes. Est-ce que vous pensez que si on se projette un peu loin, le DRH demain va être directeur des relations non humaines aussi? Est-ce qu'il va devoir sélectionner des robots, des IA et des employés automatisés finalement? Ben oui, parce que alors ce qui est intéressant, c'est que les IA génératives, donc les Mistral, ChatGPT et compagnie, au fait, ils sont un comportement, ils sont en psychologie presque, on pourrait dire. Et donc, il n'est pas exclu qu'on développe des modèles avec certains types de comportements, ça se fait exprès, plus ou moins adaptés à certaines situations. Donc oui aussi, il va falloir choisir les bons types d'IA selon les contextes, selon qu'est-ce qu'on veut faire. Quand on revient à la question de la stratégie, il y a toujours une stratégie à avoir. Et donc, il y a toujours la place pour nous-mêmes pour cette stratégie. Alors peut-être une dernière question pour se projeter un petit peu dans le futur. À votre avis, à quel moment faut-il s'arrêter ?
est-ce qu'on sait déjà un petit peu là où il ne faut pas aller trop loin et là où il faut dire, bon ben là, l'IA, non, c'est déraisonnable d'aller jusque-là? Il y a un scénario catastrophe et il y a un scénario utopique. Dans le scénario utopique, les robots et les IA travaillent pour nous. Ouais. Nous n'avons plus besoin de travailler. Ouais. Nous avons plein de temps pour faire ce que nous voudrions dans la vie. Et donc, comme c'est un scénario utopique, on imagine que ça va être génial, que les gens seront contents, qu'on va faire plein de bonnes choses. Et pas la guerre ou des choses comme ça. Dans les scénarios catastrophes, au fait, la IA ou les robots prennent tout le travail et nous n'avons plus rien à faire et c'est un désastre. Donc, aujourd'hui, si vous regardez les taux de population qui travaille, alors on parle de la population active, etc., mais si vous regardez les taux par rapport au total, on est peut-être, selon les pays pour le monde occidental, on est à 35, 40, 45% des gens qui travaillent. Donc il y a déjà plus de la moitié de la population, soit parce qu'elle est à la retraite, soit parce qu'on fait des études, soit parce qu'on est au chômage, soit parce qu'on n'a pas besoin, soit parce qu'on s'occupe de ses enfants, etc. Donc il y a plus de la moitié de la population qui ne travaille pas et qui fait des autres choses. Donc, une partie de la question, c'est quel est le pourcentage minimum de personnes qui travaillent dont on a besoin, jusqu'où on peut y aller. Jusqu'où on peut y aller, parce que l'IA va pouvoir faire beaucoup de choses, ce n'est pas parce qu'on va pouvoir les faire qu'on doit les faire. Donc, à un moment donné, on va devoir faire un choix et on va peut-être devoir dire, bon, tel métier, tel travail, etc., pourrait être automatisé. D'ailleurs, encore une fois, les risques, c'est plus l'automatisation que la IA. La IA aide à automatiser des autres choses, mais c'est vraiment une question d'automatisation. Mais on pourrait dire, bon, ça, on pourrait le faire en automatique, mais on va décider de ne pas le faire, parce qu'on considère plus importante qu'il y a des personnes qui aient un travail, et donc il faut un minimum de personnes avec un travail, et donc on va garder des travails, non pas parce qu'on ne pourrait pas les automatiser, parce que finalement, on arrive à la conclusion au niveau sociétal que c'est mieux de ne pas les faire. Et là, alors on n'est pas encore là, mais tôt ou tard, on va avoir des partis politiques qui vont prendre ça, parce que ça va devenir une question des choix politiques, des choix de gouvernement, des choix sociétals, etc. Donc finalement, c'est bien quand c'est l'être humain qui décide et qui emploie l'IA, et c'est pas bien quand c'est l'IA qui se met à décider si elle emploie l'humain, quoi. D'où l'importance de maîtriser les IA, de commencer dès maintenant tout de suite, d'apprendre, de faire des tests, de voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait bien, qu'est-ce qu'elle fait moins bien. C'est une technologie, comme une voiture, comme un avion, etc., qui va avoir un impact fort, certainement, mais à nous, à la fois les professionnels de la conformité, mais à la fois les professionnels de chaque métier, alors pour aujourd'hui les ressources humaines, mais les ressources humaines en particulier, de bien comprendre comment ça fonctionne et de bien s'assurer, pour paraphraser un titre d'un film, une comédie très connue, pour bien s'assurer qu'il y a un pilote dans l'avion. José Rodriguez, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le DPO et responsable de la gouvernance des données et de l'IA chez Cornerstone. Cornerstone, c'est un éditeur de solutions de gestion du capital humain et bien entendu, vous commencez à mettre de plus en plus d'IA à l'intérieur de vos outils et vos clients les utilisent. Si vous avez envie d'en savoir plus, allez jeter un coup d'œil sur le site de Cornerstone et puis n'hésitez pas à poser vos questions à José Rodriguez. Je mettrai le lien vers votre profil LinkedIn également de manière à ce que les gens puissent vous retrouver. Merci beaucoup, c'était passionnant et on se retrouve très prochainement sur Décidéo pour de nouvelles interviews. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.